BFM Business. Qui êtes-vous, Bertrand Piccard? Présenté par Edwige Chevrillon. C'est une histoire de famille, c'est une histoire solaire. Il est venu exprès de Suisse pour nous la raconter, pour nous expliquer en quoi son projet fou va changer notre planète. Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'inventeur, le président de ce projet fou, Solar Impulse, enfin, qui n'est plus si fou que ça maintenant, puisque vous avez donc réussi votre pari, qui était de faire le tour de la planète avec votre avion solaire. Ma première question, j'ai envie de dire, c'est qui êtes-vous justement, Bertrand Piccard? Vous êtes un fou un peu illuminé, vous êtes un chef d'entreprise qui avait réussi, essayé un peu à l'instar d'Elon Musk ou d'autres de créer votre projet. Vous êtes qui? Un peu tout ça, mais à la base, un médecin. Ouais. Je suis psychiatre, hypnothérapeute, donc ce qui m'intéresse, c'est la qualité de vie. Ce qui m'intéresse, c'est le développement du potentiel humain. Et je pense que l'exploration, l'aventure est une bonne manière de l'exprimer, de le montrer et de développer. Alors cette histoire, je disais, c'est une histoire de famille parce que on va rentrer un peu plus dans le détail, mais parce que votre grand-père était un inventeur en quelque sorte, votre père aussi, pas du tout dans les mêmes domaines, parce qu'il y en a un qui était sous la mer, plutôt dans genre 20 milieux sous les mers, et puis vous êtes évidemment dans le ciel. Comment est née cette incroyable aventure de Solar Impulse? Vous savez, moi j'ai toujours été fasciné par le monde de l'exploration, par le monde de l'aventure. J'ai rencontré presque tous les astronautes du programme spatial américain quand j'avais 10 à 12 ans aux États-Unis. Et j'ai toujours eu envie d'avoir une vie comme celle-là. Toujours eu envie d'aller au-delà des limites et de voir ce qu'on pouvait découvrir plus loin que dans le monde du connu. Et alors j'ai un peu eu comme une boussole intérieure qui m'a toujours montré ce qui n'avait jamais été fait. Alors, Solar Impulse, c'est l'aboutissement, mais il y a eu des tas d'étapes. J'ai passé par le deltaplane, j'ai passé par l'ULM. Oui, c'est un des promoteurs, un des inventeurs presque du deltaplane. Pas inventeur, mais un des pionniers. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup développé tout ça, vol acrobatique, ULM sur flotteurs, dans des îles mystérieuses, donc des choses fantastiques. Mais chaque fois, c'était pas un but en soi, c'était une manière de développer d'autres étapes. J'ai traversé l'Atlantique en ballon. Ça m'a donné envie de faire le tour du monde, qui était réussi, le tour du monde avec Breitling Orbiter 3. Deux échecs quand même avant de réussir. Oui, vous avez pas mal d'échecs à chaque fois, mais ça on va revenir parce qu'il y a une philosophie presque un peu derrière. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, à l'arrivée du tour du monde en ballon sans escale, il y a eu 20 jours de crainte de tomber en panne de carburant. Ouais. Et j'ai décollé avec 3700 kilos de gaz, j'ai atterri avec 40 kilos, et j'ai commencé à rêver de changer le paradigme. Parce que la seule manière de voler plus longtemps, c'est de ne plus avoir de carburant, plus avoir de gaz, plus avoir de pétrole. Et Solar Impulse, c'est ça. Solar Impulse, c'est un avion qui vole en transformant l'énergie solaire en électricité pour faire tourner des moteurs électriques, pour charger des batteries pendant qu'on vole la journée de manière à passer la nuit en vol. Donc théoriquement, on est dans le vol perpétuel. Oui. Et du reste, vous racontez ça très bien, j'en profite, pour vous raconter ça très bien dans votre livre qui vient de paraître chez Stock, qui s'appelle Objectif Soleil, avec votre copilote, co-inventeur, votre associé, bref, André Borcheg. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous êtes venu médecin, psychothérapeute, alors que vous auriez mieux fait de faire des études d'ingénieur, parce qu'en plus, vous êtes dans une lignée, justement, d'explorateurs, d'inventeurs. Non, mais surtout pas. Si j'avais été ingénieur, j'aurais su que c'était impossible. Ouais. Et je me serais peut-être jamais lancé là-dedans, parce que les paradigmes d'ingénieurs, il y a 15 ans, montraient que c'était impossible d'avoir un avion si grand et si léger qui marchait qu'avec le soleil. Donc, comme psychiatre, moi, j'ai toujours voulu explorer aussi le monde intérieur. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent ou ratent? Qu'est-ce qui fait que les gens s'épanouissent ou dépriment? Qu'est-ce qui fait qu'on peut améliorer la qualité de vie sur cette planète? Qu'on peut dépasser la peur de l'inconnu pour créer et inventer? Donc je pense vraiment que Solar Impulse, c'est mon héritage de médecin, et j'aurais pas fait ça si j'étais ingénieur. Alors ce projet de cet avion incroyable, magnifique en plus, parce que ça, oui, il est très les images, c'est vrai qu'il est super. Il y a un côté esthétique qui est incroyable. Les images qu'on a vues en boucle, qui sont tournées en boucle dans le monde entier, et qu'on peut voir pour ceux qui nous regardent à la télévision, c'est vrai que c'est très très beau. C'était important aussi que le rendu soit exceptionnel.
Il portait un message, presque l'image porte un message. Alors, c'est vrai que l'image porte un message, l'avion porte un message, l'équipe porte un message. C'est ce message que les technologies propres, les énergies renouvelables peuvent faire des choses incroyables, beaucoup plus que ce qu'on imagine dans notre vie de tous les jours. Maintenant, l'avion, on a déjà eu assez de peine à le construire. Ouais. Le but n'était pas qu'il soit beau. Mais c'est vrai qu'on a eu un photographe et des caméramans extraordinaires qui ont pu faire vivre l'aventure au public. Parce que faire quelque chose de très hautement technologique, si les gens n'en comprennent pas le sens, si les gens ne peuvent pas se l'approprier, ça ne sert à rien. Il fallait que ce soit spectaculaire, il fallait qu'il y ait de l'émotion, et il fallait que les gens qui suivent cette aventure se disent « Moi, j'ai envie de faire la même chose. Et je peux utiliser des technologies propres pour aussi développer mon propre domaine. » Bertrand Piccard, il n'y a pas une pointe de jalousie lorsque vous avez vu aussi les très belles photos de Thomas Pesquet, notre astronaute, notre héros français, désormais, qui a pris ces photos de la planète, mais de la station internationale. Vous n'êtes pas dit « Oh, j'adorerais être à sa place ». Ah oui, mais ça, c'est pas de la jalousie, oui, c'est de l'admiration. Oui. C'est atroce d'être jaloux de ceux qui font quelque chose. Moi, j'aurais très envie d'être en orbite aussi. Et Thomas Pesquet, ce qu'il a fait de différent des autres, c'est qu'il a emmené le public dans l'espace avec lui. Il a utilisé les réseaux sociaux, il a beaucoup travaillé sur la communication et il a popularisé l'espace. Et c'est pour ça que je l'admire. Ce qui est ces deux aventures qui ne sont pas similaires, mais enfin quand même un peu le même but, c'est d'essayer de transmettre un message sur la planète, comment la sauvegarder. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un homme en colère lorsque vous voyez les interrogations sur l'accord climat, notamment avec la décision du président américain de ne pas ratifier cet accord, ou au contraire vous vous dites ce que j'ai fait, ce qu'ont fait d'autres, il y a une prise de conscience? Alors il y a deux choses. Il y a une tristesse pour l'Amérique, parce que ce que montre Donald Trump, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables en termes de respect de leurs accords internationaux et de leurs engagements. Ils ne sont pas fiables. Donc s'ils ne sont pas fiables pour le climat, ils ne seront peut-être pas fiables pour les accords de coopération, de défense mutuelle, de contrats internationaux aussi. Donc c'est triste pour eux. Maintenant, le résultat du retrait des États-Unis des accords de Paris, c'est que le reste du monde devient encore plus solidaire. Ouais. Et j'ai vu ça dans plusieurs réunions intergouvernementales. Tous les pays maintenant se disent, si les États-Unis partent, nous, on va renforcer notre coopération, renforcer l'application de ces accords. Donc, au final, je pense que le climat en sera gagnant. Et maintenant, j'ai envie de dire, à quoi vous servez aujourd'hui, Bertrand Piccard? Est-ce que vous êtes un porte-parole, justement, puisque vous êtes aussi ambassadeur des Nations Unies, vous avez votre fondation. Est-ce que vous êtes devenu un porte-parole ou alors vous retravaillez sur un autre projet? Je veux dire, parce que derrière, il y a les conclusions scientifiques de Solar Impulse. Où est-ce que vous en êtes? Alors, je travaille sur la deuxième partie du projet Solar Impulse. La première partie, c'était le tour du monde, c'était la crédibilité. Ouais. Mais je n'ai pas initié ce projet pour faire des records du monde. J'ai initié ce projet pour être utile dans la promotion de ces technologies propres. Ouais. Donc maintenant, la Fondation Solar Impulse s'est donné le but d'amener, d'ici COP24, à la fin de l'année prochaine, 1000 solutions qui protègent l'environnement de façon rentable. Et pour ça, nous sommes en train de réunir au sein de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes que nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de rassembler des individus, des start-up, des petites entreprises, des grandes entreprises, des institutions qui ont une idée, un projet, un produit, un processus, une technologie propre qui peut rentrer dans ce catalogue des 1000 solutions. D'accord. Et ce catalogue, vous allez le sortir quand, le promouvoir quand? Alors le catalogue, c'est fin 2018 pour COP24. Le but est de pouvoir l'amener au gouvernement et leur montrer qu'en fait toutes les solutions existent pour être beaucoup plus ambitieux. Sans tout nous dévoiler, est-ce que vous avez un exemple notamment qui peut servir pour la planète mais pour les entreprises, par exemple? Ah, ça doit être rentable. Oui, c'est clair que ça doit être rentable. Oui. Moi j'ai un coup de cœur pour Ecotech Ceram par exemple, qui stocke de la chaleur dans des blocs de céramique. Sea Bubble, qui va assurer du transport fluvial grâce à des petits véhicules marins électriques qui déjaugent sur des foils. Un coup de cœur pour Dome Espace. Mais ça, c'est intéressant parce que ça montre à quoi une fondation comme la nôtre peut servir. Dome Espace fabrique des maisons écologiques qui tournent sur elles-mêmes pour toujours traquer le soleil. Eh bien, ils sont au bord du dépôt de bilan parce qu'il manque d'investisseurs. Donc nous, notre but, c'est pas de prendre des participations, on ne fait pas ça de manière commerciale, mais on permet de crédibiliser des solutions
on permet de promouvoir ces solutions et on permet de mettre leurs auteurs en relation avec des investisseurs potentiels. Et c'est là qu'on est utile, parce qu'on offre ces services grâce à des partenaires que nous avons, donc on n'a pas besoin de vendre les services, on peut les offrir bénévolement. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises jouent le jeu de cette transformation écologique, ou alors là, on est encore dans l'affichage, dans la com? Est-ce qu'il y a un vrai déclic? Vous savez, il y a de tout. C'est fascinant de voir qu'un des petits partenaires de Solar Impulse a arrêté son partenariat parce qu'il trouvait que mon message était trop axé sur les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, et ça gênait leurs opinions politiques. Et puis vous avez d'autres, comme Air Liquide et Engie, qui nous rejoignent à fond au sein de l'Alliance mondiale des solutions efficientes et de la Fondation Solar Impulse, parce que ça correspond complètement à leur idéal de business pour le futur. Oui, d'accord. Donc là, il y a une vraie mobilisation, quand même. Est-ce que ce n'est pas une mobilisation qui concerne encore une poignée d'entreprises dont c'est le business, donc c'est bon pour leur image? Bon, c'est bon pour leur business, ce qui est bon signe. Parce que ça ne sert à rien de revenir d'une expédition comme Solar Impulse ou de l'espace en disant la planète est belle, la vie est un miracle, il faut la protéger. Ça ne sert à rien de dire si c'est seulement à coup de subventions, que c'est cher, que ça menace l'économie et l'industrie. C'est même contre-productif. Ce qu'il faut montrer, c'est que c'est un nouveau marché industriel que de remplacer tous les vieux systèmes inefficients et polluants par des nouveaux systèmes propres. Dans la mobilité, dans la construction, chauffage, éclairage, distribution d'énergie. Tout ça, c'est maintenant un marché. Donc on peut être logique tout en étant écologique. Et c'est ça qui est extrêmement nouveau. Combien de personnes ont travaillé sur votre projet, parce que ça s'appelle toujours le projet Solar Impulse, parce qu'il y a une partie, comme vous venez de nous le rappeler, ça y est, c'est derrière vous, mais maintenant, il faut exploiter justement ce succès de Solar Impulse. Il y a combien de personnes ont travaillé dessus ou travaillent encore dessus? On était 150 dans les grands moments d'opération, quand l'avion était en vol, quand André et moi, on traversait des océans, qu'il fallait toute une équipe pour nous router, prévoir la météo, calculer les trajectoires. Ça, c'est Altran qui a fait ça, aussi, une entreprise française. On a beaucoup travaillé avec des entreprises françaises. Donc là, 150 en tout. Maintenant, on a une quinzaine. C'est ça que nos budgets nous permettent d'avoir. Et on travaille avec des experts de la Commission européenne, de l'Agence internationale pour l'énergie, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque mondiale, etc. Oui. Donc l'Union pour la Méditerranée, on a signé un contrat avec eux aussi pour qu'eux nous amènent des solutions de toutes les nations autour du bassin méditerranéen, pour que nous on les intègre, pour qu'on leur en amène aussi. Ceux qui sont qui évoluent plus peut-être sur ces nouvelles technologies, est-ce que ce ne sont pas, je parlais d'un Elon Musk, mais d'autres, est-ce que ce n'est pas dans la Silicon Valley? Vous êtes suisse et vous êtes resté en Suisse et vous avez développé votre projet en Suisse. Donc c'est européen. Oui, c'est européen. L'Europe a une carte à jouer. Mais l'Europe a une carte fondamentale à jouer. Et il faut un petit peu changer le paradigme. Il ne faut pas croire qu'en soutenant financièrement l'innovation, ça va suffire pour obtenir un résultat. Ce qu'il faut montrer, c'est qu'on a des politiques énergétiques et environnementales ambitieuses, avec des buts extrêmement stricts et ambitieux. Et ça va forcer l'innovation à arriver dans le domaine public et à arriver sur le marché. Parce que ce n'est pas suffisant d'avoir des trésors d'innovation dans des laboratoires et dans des start-up. Il faut que le public puisse les utiliser, il faut que les entreprises puissent les utiliser. Et pour ça, il faut un cadre légal qui soit ambitieux sur le plan environnemental, ambitieux sur le plan énergétique, et que ça permette aux entreprises d'évoluer et d'avancer. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on pourra l'utiliser et vivre, consommer, produire, créer de la richesse qu'avec de l'énergie solaire? Ou quel est le mix énergétique de Bertrand Piccard? Voilà, le mix énergétique, on en parle beaucoup, vous savez, dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Quel est votre mix? Oui, et Nicolas Hulot fait un travail fantastique. Moi, je le connais depuis 30 ou 35 ans, et je suis extrêmement heureux qu'il soit à cette place-là, parce qu'il va pouvoir se révéler complètement avec toutes les solutions on va voir du reste, parce que c'est pas évident. Qu'il a préparées depuis longtemps. Il est vraiment à la place qu'il lui faut maintenant. Je suis très, très heureux pour lui. Alors, le mix énergétique que je propose, c'est deux choses. C'est d'abord des énergies renouvelables, et pas seulement solaires. Il y a de l'éolien, il y a de la biomasse, il y a de la géothermie, il y a de l'hydroélectrique. Tout ça, c'est important, mais c'est souvent un peu dépendant des conditions. Surtout donc il faut probablement des appoints au gaz, de manière à pouvoir combler les moments où il n'y a pas d'énergie renouvelable.
Ouais. Et ça permet d'arrêter le charbon, ça permet d'arrêter le pétrole, ça permet de diminuer fortement le nucléaire. Justement, quelle est votre position sur le nucléaire? Je finis. Et ensuite, l'autre partie, l'autre jambe sur laquelle on marche, c'est l'efficience énergétique. Parce que produire toujours plus, c'est une course en avant. C'est comme si vous êtes dans une baignoire qui fuit et qu'au lieu de résoudre le problème de la fuite, vous ouvrez le robinet tout grand pour ajouter de l'eau. C'est idiot, il faut arrêter de croire que la solution va être dans la production. La solution va être dans l'économie d'énergie, dans l'efficience. Et pour ça, il faut de la mobilité électrique, il faut des ampoules LED, il faut des pompes à chaleur, il faut du smart grid. La digitalisation qui est chère à Engie, c'est une manière d'économiser énormément l'énergie. Et c'est ces deux piliers-là qui vont permettre de diminuer la pollution, de diminuer le gaspillage de matières premières. Et le nucléaire? Alors, le nucléaire. Ouais. Moi, je n'ai pas un dogme pour ou contre. Je suis très pragmatique, malgré mon côté peut-être rêveur quand il s'agit d'un nouveau projet, mais très pragmatique. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Aujourd'hui, on voit que dans la plupart des pays du monde et dans la partie la plus ensoleillée de la France, le solaire est moins cher que le nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire et le fossile ont des coûts cachés. Le solaire et l'éolien, non, ils ont des gains parce cachés. Il faut stocker l'énergie et le transmettre. Il faut faire des réseaux. Justement pas. Ce qui est fantastique, c'est que ce sont des gains cachés. Parce que quand vous avez du renouvelable, quand vous avez des voitures électriques, vous économisez des milliards sur la santé publique. Vous n'avez plus toutes ces crises d'asthme, de bronchite chronique, de cancer du poumon, qui sont dues directement au gaz d'échappement. Ouais. Vous n'avez plus non plus, et ça c'est les coûts cachés du nucléaire, tout ce qui concerne le démantèlement des centrales. Tout ce qui concerne maintenant l'augmentation... le démantèlement des éoliennes, le démantèlement des fermes solaires. Non, c'est rien du tout. C'est évidemment, c'est pas à la hauteur du démantèlement d'un réacteur nucléaire. Rien du tout par rapport à refaire le sarcophage d'une centrale nucléaire. Et vous voyez très très bien, l'évolution du coût du nucléaire augmente, l'évolution du coût du solaire et de l'éolien baisse. Et les courbes se sont déjà croisées. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde au chômage, etc., dans les filières nucléaires. Pas du tout. Imaginez-vous une centrale nucléaire qui devient un centre de stockage d'énergie, parce qu'une pile, c'est quoi? Une pile, c'est une réaction chimique. Ouais. Au lieu d'avoir des petites piles qu'on a dans nos téléphones ou dans nos radios, vous pouvez avoir des piles de la taille d'une centrale nucléaire, d'une immense usine, où vous avez des liquides chimiques qui interagissent pour stocker de l'énergie, transporter des électrons. Et vous avez des sociétés maintenant chimiques qui travaillent là-dessus en se disant que le stockage va se faire à très grande échelle. En fait, c'est intéressant parce que la production d'énergie va être délocalisée et le stockage peut être fait à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Voilà, et là, vous avez des centrales nucléaires qui sont déjà rattachées à tout le réseau de distribution, qui peuvent entrer dans une autre vie, dans une nouvelle vie. Et ça, c'est un bon équilibre, en l'occurrence. Oui. Est-ce que le problème des éoliens, parce que c'est un sujet qui monte un peu partout, mais en France, c'est-à-dire qu'on veut installer des éoliennes partout, donc le paysage devient mité. Est-ce que c'est pas un problème? Défendre la planète, c'est aussi défendre ses paysages. Alors, personnellement, je pense que la lutte contre les changements climatiques est plus important que de défendre les paysages. Que de défendre tous les paysages de manière indiscriminée. Ouais. Je pense qu'il y a certains endroits où on peut mettre des éoliennes et certains endroits où on ne peut pas en mettre. Ouais. Je pense qu'on peut en mettre en offshore. Je pense que dans des forêts, on ne les voit pas. Si vous avez des grandes forêts et que vous avez des éoliennes de 150 mètres au-dessus des arbres, ça ne gêne pas. Ça a bien été montré que c'est insignifiant comme dégâts pour la faune. Et il faut bien choisir les endroits. Il ne faut pas que ce soit dans des endroits qui gênent la population. Et actuellement, on ne s'est pas encore très réglementé. Et vous savez, il faut trouver des bons équilibres. Ouais. Il ne faut pas être un Khmer vert. Et il ne faut pas, d'un autre côté, être tout industriel au détriment de l'environnement. Il faut trouver l'équilibre. Et aujourd'hui, il y a des zones qui conviennent, il y a des zones où il y a très très peu d'habitants qui vont tout à fait. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire que l'éolien tout seul ou que le solaire tout seul va suffire. Bertrand Piccard, dans un instant, c'est la deuxième séquence de Qui êtes-vous? C'est le coup de fil passé à une personnalité. Juste encore une petite question sur votre famille, parce que la famille Piccard, elle est abonnée au record. Votre grand-père était le recordman a fait le record du monde d'altitude en ballon, c'était en 1931. Votre père, record de plongée à 10 916 mètres. Et puis vous, évidemment, premier tour du monde aérien sans carburant. Mais
Le record, c'est la conséquence de l'action. Ce qui est intéressant, c'est la première. Non, mais c'est la première. C'est-à-dire, mon grand-père était le premier homme dans la stratosphère. Ouais. C'est le premier qui a inventé la cabine pressurisée, qui a vu la courbure de la Terre de ses propres yeux. C'est ça qui est intéressant, beaucoup plus que le record. Parce que le record, il est toujours battu. Les 10 916 mètres, ok, c'est un record parce que personne n'y était descendu avant. Mais c'est une première, c'est l'endroit le plus profond des océans. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, mon grand-père et mon père? Ils ont utilisé leurs expéditions pour protéger l'environnement. Mon grand-père, pour promouvoir une aviation à haute altitude, où on consomme moins de carburant parce qu'on vole dans de l'air raréfié. Mon père, dans la fosse des Mariannes, pour montrer qu'il y avait de la vie à l'époque où les déchets radioactifs devaient être jetés par les gouvernements dans les fonds des fosses marines. Et la découverte de vie dans la fosse des Mariannes a montré que c'était dangereux de le faire. Donc c'était une étape pour la protection de l'environnement. C'est ça qui est important. Très rapidement, oui, enfin, c'est fou comme famille. La 4e génération Picard, ça va être quoi comme record où est-ce que ça va être? J'ai dit à mes 3 filles que si elles faisaient des avions solaires, des ballons ou des sous-marins, ce serait de la routine. Donc elles devaient trouver leur propre voie. Et elles vont donner quoi comme réponse? Non, elles sont tout à fait d'accord. D'accord. Vous savez, mais il faut vous la trouver parce que... Non, mais vous savez, aujourd'hui, dans l'économie, dans la finance, dans l'architecture, dans le droit, dans la politique, dans la gouvernance, c'est là que vous pouvez avoir le plus de bras de levier pour améliorer le monde. Ah voilà, c'est peut-être la solution. Allez, c'est l'heure de la deuxième partie de Qui êtes-vous? C'est le coup de fil. BFM Business. Qui êtes-vous? Le coup de fil. Le coup de fil, c'est quelqu'un... Vous êtes un habitué de Davos, du Forum économique de Davos, il y va, lui aussi, et vous êtes 2 personnalités quand même assez éloignées du monde des affaires, des grands de ce monde, qui gèrent notre planète économique et financière. Je l'ai passé au moine bouddhiste Mathieu Ricard. Ah, quel plaisir. Voilà, parce que vous êtes vous-même psychothérapeute, vous l'avez expliqué, et puis, surtout, je pense quelque part que quand on a passé autant de temps à faire le tour de la Terre, à essayer des échecs... Il y a une dimension spirituelle dans ce que vous faites, Bertrand Piccard. On va le voir. On écoute ce que dit Mathieu Ricard sur vous. Je l'ai chopé, il venait d'atterrir en France, il revenait d'Australie, où il avait été une fois encore faire une conférence. On écoute, conditions de votre rencontre, et puis après, vous verrez. On s'est rencontrés lorsque le Dalai Lama a visité en Suisse, et que l'abbé Pierre, il avait offert la vigne du Farinet, qui était la petite vigne de, je ne sais pas combien, de 10 mètres sur 10, qui appartenait à un grand brigand, et qui est passé de génération en génération à des causes caritatives. Donc l'abbé Pierre l'a offert au Dalai Lama, et Bertrand était là, et il avait dit au Dalai Lama qu'il avait emmené dans son tour du monde en montgolfière un Vajra, c'est un objet de rituel tibétain, qu'il avait obtenu je ne sais pas comment, et qu'il avait accompagné dans tout son voyage. Je crois que quand on est dans ces grands espaces suspendus dans l'air simplement par la force du vent et de l'énergie solaire, on ne peut pas sortir une sorte de sentiment d'immensité, d'appartenir à l'univers, et de ce fait, de se dire que nous, les êtres humains, sur cette petite planète bleue, on va réussir à saccager la planète, ça paraît d'autant plus anachronique, déplacé, aberrant, triste, etc. Donc c'est pour ça que sa nouvelle initiative de 1000 solutions pour sauver la planète, ça va tout à fait dans le même sens. Et donc il a su inspirer l'imagination du monde par cet exploit extraordinaire, successif d'ailleurs, et puis son père et son grand-père pareil, et aussi le mettre au service d'une noble cause qui est de s'occuper du sort des générations à venir. Le moine bouddhiste, donc Mathieu Ricard, qui a préfacé un de vos livres, parce que vous avez beaucoup écrit. Dans votre livre, justement, votre dernier livre, Objectif Soleil, vous parlez de la philosophie, tout ça, que votre projet vous inspire. Il y a une dimension spirituelle, ou en tous les cas, vous l'avez trouvée? Mais tout à fait, et je suis très touché par ce que dit Mathieu Ricard. C'est vrai que cette recherche-là nous unit, et pas seulement une recherche, mais une tentative d'application. Moi, je remarque qu'aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment ce que c'est que la spiritualité et on la confond avec la religion. La religion, elle donne beaucoup de dogmes. Donc, elle a plutôt tendance à séparer les gens. La spiritualité, c'est une quête. C'est des questions, on n'a pas toujours la réponse. C'est comment mettre plus de sagesse, plus de bonté, plus de conscience dans ce qu'on fait. C'est donc pas religieux, c'est spirituel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque beaucoup dans notre monde. C'est quand même fou le manque de respect et d'empathie qu'on a
pour les autres hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, pour la nature, pour les espèces animales, végétales. Tout ça, ça manque complètement. Et on devrait revenir à des valeurs plus spirituelles pour permettre aux gens de s'épanouir davantage. Et le monde irait beaucoup mieux aussi. Et là, ce n'est pas seulement une question de technologie. Non, ça c'est sûr. Quand vous étiez parce qu'il y a une dimension technologique très forte, il y a un risque énorme quand même lorsque vous avez fait le tour du monde. Est-ce que justement la spiritualité vous a aidé à tenir le coup? Ou au contraire, vous n'avez pas le temps? Parce que vous êtes là en train de vous dire justement, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que je vais choper tel vent? Vous voyez, il y a vraiment eu deux... Dans quel état d'esprit il y a vraiment eu deux parties dans Solar Impulse. Il y avait la préparation qui a duré des années au sol. Technologie, financement, autorisation de vol, équipe, etc. Préparation. Et puis il y avait les vols eux-mêmes qui, eux, étaient absolument extraordinaires. C'était fantastique. Et je me suis même demandé pourquoi je me sentais si bien quand j'étais au milieu d'un océan à des milliers de kilomètres de la côte, tout seul, de nuit, dans le cockpit de Solar Impulse. Et c'est là que j'ai réalisé que finalement, ce qui est plus important que le courage, c'est la confiance. Dans le courage, il faut beaucoup d'énergie, il faut se battre. Dans la confiance, on réalise que quand on entre dans l'inconnu, quand on quitte tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on connaît, on découvre en soi des valeurs qu'on n'imaginait pas et des ressources et un potentiel qu'on n'imaginait pas. Et il y a un côté spirituel dans l'exploration et dans l'aventure à partir du moment où on accepte ce saut dans l'inconnu. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un aspect aussi important qui est l'aspect rentabilité. Est-ce que les deux sont compatibles? Qu'est-ce que vous pouvez dire à des chefs d'entreprise qui doivent prendre des décisions qui, dans un premier temps, peuvent paraître contraires à l'intérêt de leur entreprise? Vous comprenez ce que je veux dire? Et complètement. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit contraire au bien de leur entreprise. Non, mais il ne faut pas que ce soit contraire. On peut avoir d'un côté une recherche de faire du bien, une recherche de respect et de bonté. Ça, c'est une chose. Je pense que ça, c'est à l'échelle individuelle, c'est ce qu'on émane, c'est ce qu'on montre. Et je pense qu'un chef d'entreprise peut transmettre ça à ses employés. Ou alors s'imprégner de ce que les employés peuvent lui apprendre si le chef d'entreprise ne l'a pas. Maintenant, il faut que les actions industrielles, elles, soient rentables. Si vous avez, à court terme, des dizaines de milliers de salaires à payer à la fin du mois, c'est pas la fonte des glaces dans 50 ans au pôle Sud qui va être la priorité principale. Oui. Mais par contre, imaginez que ce que vous produisez en termes d'énergie, en termes de processus, en termes de produits que vous livrez, puisse augmenter l'efficience énergétique, protège l'environnement tout en étant rentable. Si vous vous diversifiez dans des pompes à chaleur, dans des ampoules LED, que vous isolez les maisons, que vous fabriquez des moteurs électriques plus efficients, là vous faites du bien et vous créez des emplois et vous faites du profit. On marque une pause, une deuxième pause. Bertrand Piccard, on se retrouve tout de suite. On dressera votre portrait 4.0 et après, ça sera l'heure du questionnaire de Qui êtes-vous? A tout de suite. BFM Business. Qui êtes-vous? Un face-à-face sans concession.